C'est la première sortie des 3 sorciers de Smart Bourse pour cette année 2024, en tout cas autour de cette table et de ce plateau. Romain Dobré avec nous, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir Gérard. Merci d'être là. Jean-Luc Hussac à vos côtés, Perceval Finance Conseil. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Et avec nous en visio, Philippe Béchat qui nous accompagne évidemment comme chaque mois, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Salut Philippe, merci de nous accompagner à distance pour cette première échéance, cette première compensation de l'année 2024. Romain, j'ai en tête la dernière compensation de l'année 2023, 15 décembre dernier, qui s'était faite au sommet, avec un CAC à plus de 7600 points. On battait nos records historiques sur le CAC, notamment à ce moment-là de la fin de l'année 2023. Où est-ce qu'on en est un mois après? Visiblement un petit cran en dessous, mais loin d'être dans un schéma de correction à ce stade. C'était un peu le meilleur scénario qu'on pouvait envisager. On perd 3,25% sur l'échéance. On compense cette échéance du mois de janvier à 7361,10, 247 points de baisse. Donc oui, un mouvement qui reste de consolidation, qui reste canalisé. Après, ce qu'on avait décrit en fin d'année comme un moment, sinon d'euphorie, en tout cas d'extrême complaisance, avec peu de soutien sur les marchés, une position ouverte qui n'avait pas accompagné un mouvement de hausse qui était en partie porté par des rachats de short, en partie par de la détente quand il y a une perspective de baisse de taux d'intérêt dans le cours de l'année 2024. Les banquiers centraux ont beau essayer de doucher les espoirs, manifestement les opérateurs le vivent très très bien, et donc c'est un peu le meilleur scénario de consolidation qu'on pouvait imaginer, en tout cas jusque-là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt toujours du côté des marchés dérivés. L'Eurostoxx, depuis qu'on s'était vu le 15 décembre dernier, a perdu environ 1,51%. Je dis environ parce que de clôture à clôture, parce que j'ai pris la position ouverte après l'échéance pour qu'elle soit significative. D'accord. Et depuis, la position ouverte sur l'Eurostoxx a progressé de 5,45%. Elle s'établit à 2 750 000 contrats. La moyenne précédente, c'était plutôt 4 millions de contrats sur l'Eurostoxx. Donc, il y a un tout petit peu de pression baissière. 5%, c'est de l'ordre du technique plus qu'autre chose. Maintenant, ça nous donnait l'idée qu'effectivement, il y avait ce risque de petit trou d'air qu'on a connu dans la semaine, mais le trou d'air a été quand même très très vite comblé par un rebond hier quasi équivalent au trou d'air. Aujourd'hui, on comble un peu, donc on est installé à un petit cran plus bas. En fait, on latéralise sur beaucoup d'indices européens. C'est pas le même cas sur les indices américains qui, eux, montrent des forces assez incroyables de résilience. Tout ça, il faut le dire, dans des positions ouvertes et dans de l'intérêt qui restent assez moyens aussi. Il y a des phénomènes techniques, on va voir comment ça se passe. En fait, on est en situation clairement d'attente quant à la saison des publications qui arrive. Ouais. Et je pense que c'est ça qui va donner le là. On peut dire, pour finir du côté des marchés dérivés, que pour les couvertures, dans les portefeuilles, on était complaisant, on est repassé à optimiste, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en zone d'alerte. Les opérateurs sont détendus. Manifestement, ils ont du cash aussi, ce qui explique le mouvement en partie. On reste avec une volatilité, si on regarde le VIX, qui est situé entre 12,10 et 15,40. C'est la zone que j'ai arbitrairement qualifiée de complaisance. On n'est pas en euphorie, ce qui serait un cran plus bas pour la volatilité, donc un cran de risque supérieur. On n'est pas non plus en optimisme, c'est-à-dire qu'on reste dans un niveau de volatilité qui est relativement bas sur une moyenne historique, qui peut se prolonger très longtemps et qui, pour l'instant, est travaillé de façon aussi technique que les indices. Ouais, c'est ça. Donc, on n'a pas d'éléments très surprenants. Le trou d'air, on l'avait donné dans la semaine, il s'est produit à 3 points près, tout est assez calibré, millimétré. C'est la spéculation qui arbitre beaucoup. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est de déterminer quelles sont les vraies forces en présence. Pour l'instant, on constate que sont plutôt les secteurs défensifs qui ont le vent en poupe. Mais depuis c'est-à-dire hier... Télécom, santé... santé, on a vu effectivement... Et alors, food and beverage, mais j'aime pas donner de secteur, parce que justement, c'est le gros pari qu'on fait cette année. Je pense qu'il va falloir regarder beaucoup en dehors des indices et faire vraiment du stock picking. Je sais qu'on le dit souvent, mais cette année, ça a l'air d'être plus le cas que d'habitude. Il va y avoir une grande disparité, à mon avis, au sein des valeurs. Et si on regarde ce qui se produit au sein de l'indice CAC 40, il y a déjà des grosses disparités depuis ce début d'année. Et les stars précédentes, on l'avait déjà évoqué un peu, dont le luxe notamment, ont plus de mal. La technologie, ça repart un peu et ça va peut-être être plus le cas. Il y a des choses plus solides qui se mettent en place. Pour le luxe, même s'il peut y avoir des rebonds, je reste plus mitigé. Et en tout cas, les publications vont donner le là. Donc, intéressant, juste sur le luxe, parce qu'on a eu cette semaine la première publication de Richemont, LVMH publiera dans les prochains jours. Malgré une croissance en ralentissement, on a vu quand même qu'un certain nombre de nouvelles négatives avaient pu être intégrées par les marchés, puisqu'on a vu quand même un gros rebond de Richemont, 10% à Zurich, et que l'ensemble du secteur a plutôt eu tendance à rebondir au cours de cette séance de publication de Richemont. Mais ça ne change pas la donne pour le secteur, vous dites aujourd'hui, Romain.
Individuellement aussi, Richemont, elle a très bien réagi, elle rebondit sur un gros support, elle ouvre avec un gap haussier large, elle remonte avec du volume, elle prend 10%, elle donne un signal intéressant, elle a encore avant sa prochaine résistance une dizaine de pourcents à prendre, c'est dans un trading range et c'est du mieux, c'est une bonne réaction. Mais ça reste spécifique Richemont. Mais LVMH, elle était sur ses cours d'ouverture du jour précédent. Ouais. Donc la hausse de 4% qu'on a vu à l'ouverture sur LVMH hier matin, dans le sillage de la publication, c'était ou du rachat de short ou de la spéculation, mais en tout cas, ça a été vite comblé. Elle revient sur ses niveaux d'avant publication, et donc, par sympathie, on se souvient qu'il y a 1 ou 2 ans, quand il y avait des publications de Richemont comme ça, c'était 7% de hausse pour LVMH, et elle ne redescendait pas. Ouais. Donc, pour l'instant, on va observer tout ça. Donc, pas d'alerte majeure, probablement, mais probablement plus de choses à faire en dehors des indices qu'à l'intérieur même, à l'intérieur même des indices, plutôt que sur les indices eux-mêmes. Bon. Jean-Louis, on aurait pu se faire un peu plus peur que ce qu'on a eu jusqu'à présent, quand même. En règle générale, dans des tendances très ancrées dans une hausse ou dans une baisse, surtout à la hausse, 3,5, 3,5 même de repli, c'est le moment de commencer à acheter pour reprendre la tendance haussière. Oui. On a la conviction que le marché devrait rester haussier, qu'il n'y a pas de raison. On se dit qu'on peut monter. Donc, quand on a des replis sur l'indice de 3,5, on achète. On est allé jusqu'à 4,5 cette semaine. Et c'était avant-hier. Et c'est là, pour moi, le point crucial. En temps réel, parce que c'est important de le faire en temps réel, quand j'ai regardé les marchés le matin, j'ai tout de suite envoyé des commentaires en disant... Il y a une hyper-régularité sur les valeurs, sur toutes les valeurs du CAC. Il y a des investisseurs, des hedge funds, etc., qui vendent un petit peu d'indices pour se protéger, c'est visible. Donc, que fait l'arbitragiste ? Il achète l'indice et il vend le panier. Bon. Et puis voilà. Et on voyait bien qu'il n'y avait pas de secteur ciblé ou bien de valeur ciblée. Bon, ça, c'était pour l'indice. Donc, on se disait que le marché, il n'était pas dangereux. On pouvait donc continuer d'acheter éventuellement. Après, dans les faits, c'est très difficile d'acheter les actions parce que soit c'est la divergence dont tu parlais, soit elles n'ont pas baissé, voire pas suffisamment, et on se dit il y a encore 2-3% à gratter. Pour des belles valeurs, c'est pas encore des screaming buys, c'est pas encore des moments d'achat, d'opportunités importants. Safran, par exemple, elle est revenue au plus haut, elle est passée par un petit repli, mais rien du tout. Et voilà. Et à côté de ça, celle qui avait perdu 12, graphiquement, on se disait, comme STM, alors moi je visais 39, je me dis, il y a encore un peu plus à gratter, jusqu'à 15%. Alors on patiente, et puis c'est quand même difficile, on a peur que le marché rebondisse. Donc il y a une grande disparité, et il y a beaucoup de volatilité sur les actions. Individuelles. D'une manière très désordonnée. D'accord. Et ça part dans tous les sens. Par exemple, on avait shorté Soitec et je disais 133, c'est le double appui. Eh bien, on va taper 133, les lendemains, plus 4,5. C'est violent. C'est violent. C'est-à-dire que, voilà, tout est comme ça. TSMC a publié entre-temps, effectivement. Et là aussi, comme on l'a vu avec Richemont sur le luxe, il y a eu un effet tout de suite sur le secteur. STM dans la foulée, etc. Effectivement. Oui, alors... C'est vrai qu'LVMH, elle reste plombée parce que dans un marché qui a repris comme ça 180 points, elle est restée... en fait, elle a fait du surplace parce qu'elle a progressé un peu, mais aujourd'hui, elle a rebaissé. Hier, elle avait rebaissé un peu. Voilà, c'est vrai que pour l'instant... Mais l'arbitrage, je ne sais pas si vous vous souvenez, achat LVMH, vente Kering restant la plus mal aimée de toutes celles du luxe. Là, le spread s'écarte. Ah il s'est écarté depuis tous ces derniers temps. Regardez, Kering, c'est une catastrophe. Elle a vraiment beaucoup baissé. Bon, ça finira bien par être stoppé à un moment donné. Et c'est une valeur, je pense, qu'il va falloir bientôt surveiller. Mais moi, j'étais plutôt vendeur dessus. Alors, voilà, globalement, il faut quand même, si les gens ont du mal comme ça à capter, enfin, à trouver des idées, tout le monde a quelques difficultés à acheter au bon prix, ça va très vite, c'est très violent, il y a de quoi hésiter. Donc voilà, c'est sûr que c'est pour ça qu'on a tendance à faire beaucoup d'options, avec des volatilités implicites faibles. Moi, avant-hier, j'avais acheté des calls, justement chez Romain.
Et ce call qui valait 30, il est monté ce matin, il valait 90. Quoi. Donc, c'est histoire de fou, ça va très très vite. Et la volatilité implicite, on a fait quoi 12 au plus haut, 11,80, 12. Sur le CAC, vous parlez de la vol du CAC. Ouais, là, c'est le CAC, c'est pas cher du tout. Ouais. On reste, étant donné à la fois les menaces et les possibilités de trouver une solution à un problème, parce qu'il y en a tellement. Voilà, donc les marchés restent super hésitants. Il y a une normalisation en cours. Mais c'est pas un marché qui est plus vulnérable aujourd'hui qu'il l'était. Il y a 2-3 mois en arrière. D'accord. Vous voyez, le fait que avant-hier, on ait vu comme ça des ventes d'indices de précaution, de couverture, tout de suite, j'ai écrit, le marché, ça le rend encore moins vulnérable. Vous vous rendez compte ? Il a repris 160, 180 points en 2 jours. Et personne. Franchement, peu de gens sur ce... Quand on a vu le début d'année, on s'est dit, on est peut-être mûr pour une correction un peu plus appuyée que celle qu'on observe jusqu'à présent. Oui, on aurait pu être légitime en attendant les résultats. Oui, il y avait plein d'arguments qui pouvaient légitimement expliquer ça. Mais il y a quand même toujours les taux d'intérêt, les taux souverains qui ont continué de progresser. Donc, si vous voulez, ça a freiné les indices actions européens parce que, comme vous l'avez dit, Greg, le Nasdaq il est au plus haut, le SPI il est pratiquement au plus haut aussi. Il a même fait un plus haut de la période tout à l'heure. Donc, nous, on est quand même un peu plus faible. En Europe, il y a moins d'intérêt. C'est-à-dire qu'on se pose la question de comment l'économie européenne va se porter. Les grandes questions sur l'Europe, il y en a. Sur l'euro-dollar. Il y en a des cartons pleins jusque-là. Non, mais bien sûr. C'est ça qui prend le relais. Je comprends, même si on se dit que les taux finiront bien par rebaisser à un moment donné. Ouais. Philippe, votre résumé de ce début d'année sur les marchés, et puis effectivement, parlons des marchés qui, eux, ne consolident pas. Le S&P est à quasi 4008, le Nasdaq 100 bat des records au moment encore où on se parle. Et le SOX aussi, je me souviens qu'on avait parlé du SOX et les semi-conducteurs avec vous. Tout ça va ensemble, le SOX est toujours on fire. Le SOX absolument aujourd'hui, à l'instant, au zénith historique. Du coup, vous prenez les mêmes éléments, les mêmes constituants de la hausse de fin octobre au 28 décembre et vous reprenez exactement les mêmes dans le même ordre. Et vous avez le SOX qui gagne 4% donc depuis le 1er janvier, donc maintenant 4,5%. Vous avez un Nasdaq 100 à plus de 17 100. Vous avez les 7 fantastiques moins Tesla, parce que Tesla est un petit peu à la traîne depuis quelques jours. Vu qu'il manque de pièces, ils sont obligés de ralentir un petit peu la production en Allemagne notamment. Donc, hors des 7 fantastiques, hors les 10 principaux constituants de l'indice SOX, vous avez une baisse globale des valeurs du S&P 500 qui est de l'ordre de moins 1,5% et que reflète assez bien d'ailleurs le Dow Jones. Le Dow Jones, il ne fait rien depuis le 15 décembre dernier. Le Nasdaq 100 gagne plus de 2,20%. Le Nasdaq composite plus large, moins sensible aux 7 fantastiques, gagne un peu moins de 2%, et on est autour de 1,5% sur le S&P 500. Et puis vous avez en face donc nos indices européens qui, eux, sont en repli de moins 1,5%, voire un petit peu plus maintenant pour le CAC, depuis le 15 décembre dernier. Et la Chine est à combien La Chine est à combien depuis le 15 décembre? Ça doit être à moins 5 déjà depuis le début de l'année, la Chine, Philippe. Ah oui, sur Hong Kong, oui, là, c'est assez désastreux. Je pourrais vous retrouver les chiffres assez facilement. Il y a une espèce de gueule de crocodile, d'ailleurs incroyable, entre le Nasdaq l'année dernière, qui fait 42%, et vous avez l'indice CSI 100, le Shenzhen Composite, qui sont à moins 15, enfin bref, un différentiel de près de 60% entre un investissement sur des technos US et un investissement également sur des technos chinoises. Rien n'a résisté et le début de l'année 2024 est
est épouvantable. Et donc là aussi, c'est pareil, vous prenez les mêmes schémas qu'au quatrième trimestre 2023 et vous prolongez les courbes. Donc il n'y a pas de rotation sectorielle. On continue de nous dire également que jamais les marchés émergents, je parle hors Chine, jamais les marchés émergents n'ont été aussi sous-évalués par rapport au Nasdaq et au S&P 500. Et il n'y a pour l'instant pas de signal non plus de retour sur les émergents, pas plus qu'on observe de retour sur les small caps. Voilà. Aux États-Unis, le Russell 2000, il est tout juste positif depuis le 1er janvier. Voilà. Mais enfin, il n'y a pas de mouvement de fond. Donc, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui nous attend pour les prochaines semaines, puisque pour l'instant, j'ai l'impression que le marché, il veut rien voir, rien entendre. Il ne veut pas entendre les banquiers centraux qui parlent de baisse de taux qui interviendront, mais probablement pas avant, pas loin du second semestre. Il ne veut pas voir le ralentissement en Chine qui pèse sur l'ensemble de la croissance mondiale. Il ne veut pas voir que les bénéfices 2024 seront probablement beaucoup moins généreux que 2023. Il y a une raison à cela, c'est que toutes les hausses de prix ont été passées en 2022-2023. Le consommateur les a encaissés. Puis maintenant, le consommateur, il ne peut plus. Donc, on ne peut plus monter les prix. Voilà, on a mangé tout le pain blanc en 2023. Mais pour l'instant, le marché refuse absolument de voir que pour 2024, ça pourrait être un crouton un peu sec. Donc, je ne sais pas, il y a une volonté pour l'instant du marché de ne absolument pas vouloir se reconnecter au réel. C'est ça que je vois. C'est une volonté désespérée de ne pas se connecter au réel. La réalité de l'économie américaine en instantané, alors après on peut se projeter sur 2024 et élaborer des scénarios, mais en instantané, on a vu encore toute une série de surprises positives sur les données dures américaines publiées depuis le début de l'année, des salaires réels positifs, un taux de chômage qui reste quand même plutôt bas au regard des standards historiques. Un déficit magnifique. Comment voulez-vous que la Fed baisse ses taux? Mais justement, c'était le petit point que je voulais faire, Philippe. Je trouvais intéressant dans cette semaine où on parle effectivement depuis plusieurs mois d'une corrélation très nettement positive entre actions et obligations. Cette semaine, on a plutôt l'obligataire qui a corrigé. Les taux américains ont repris peut-être 10-15 points de base sur la partie longue depuis le début de la semaine. 25 sur 10 ans. Et pendant ce temps-là, le Nasdaq a continué de battre des records. Il y a une forme de décorrélation de ce point de vue-là. Ah oui, le marché, il a les mains sur les yeux, sur les oreilles, il ne veut rien savoir. 27 points de hausse sur le 2 ans, c'est pratiquement une des pires performances hebdomadaires qu'on ait connues depuis plus de 6 mois. La dernière semaine aussi mauvaise sur l'obligataire, ça remonte au 10 octobre 2023. Romain, on peut faire un petit tour là sur la tech US, Nasdaq 100, c'est un indice fort, évidemment il n'y a pas de question à se poser, c'est un no-brainer. Dans le groupe des 7 magnifiques ou des 7 mercenaires, est-ce qu'il y a des forces, des faiblesses qui se confirment ou qui apparaissent, des fragilités ou des forces à l'inverse? Déjà, il n'y a pas les mêmes comportements. Philippe avait commencé à l'expliquer au sein de ces valeurs. Tesla, qui est quand même pas en pleine forme, elle est en bas de son trading range 206-233. Elle a rompu des niveaux importants. Elle défend le support de 206 pour l'instant. Elle publie la semaine prochaine, donc on va en savoir probablement un peu plus. Il y a Nvidia qui est l'extrême opposé. La prochaine cible graphique, c'est 594. On l'avait évoqué il y a quelques temps. Elle évoluait de juin à décembre dans un trading range. Mi-décembre, elle a décidé de rebondir sur la médiane du range. C'était un signal d'achat. On l'avait évoqué ici. Et donc la cible, c'est 594. Donc elle n'en est pas très loin. 580, je crois, elle cote aujourd'hui. La prochaine cible, mais donc c'est des mouvements de convocation. C'est une cible graphique. C'est-à-dire que ce sont des duplications de trading range. On a dupliqué le range de juin à décembre. On duplique le trading range 400-500 de juin à décembre. Et puis quand on en sort par le haut, ça donne 600, j'arrondis. Mais donc 594, prochain niveau graphique important. Donc ça, c'est le phénomène inverse, on va dire, de Tesla. Ça n'empêche pas le Nasdaq, effectivement, Nasdaq 100 d'être au plus haut historique, d'ouvrir avec un plus haut
aujourd'hui avec un gap haussier, après avoir contré une figure de retournement baissière, une configuration de bougie baissière en hebdomadaire qui est rare, qui s'appelle une étoile du soir, qui a été validée en début d'année, c'est-à-dire qu'au cours de 3 semaines, on a construit ces 3 bougies et qui donnent normalement un coup d'arrêt dans la tendance. Normalement, c'est un arrêt dans un mouvement. Graphiquement, c'est un signal fort. Il se trouve que là, bien en une semaine, il faut que ce signal soit invalidé rapidement. Et le gros gap baissier laissé ouvert le 2 janvier a tout de suite été contré la semaine suivante, comblé, et puis on forme de nouveaux plus hauts. Donc le Nasdaq 100 plus fort que l'étoile du soir. Le Nasdaq 100 plus fort que l'étoile du soir. Le Nasdaq 100 au plus haut, avec les GAFAM qui ne sont pas tout au plus haut. Donc on a Google qui est proche de ces tops qu'il faut conserver, qui reste sur un parcours haussier. On a Amazon qui est sous une résistance importante, mais pas à ces tops sous 58,70 qui est à déborder. On a Apple qui est dans un trading range, elle rebondit bien avec un gros gap hier, mais dans un trading range 180,25, 194,30 qui est proche de ces tops, mais elle est plutôt dans la moitié basse du range. Microsoft, elle forme de nouveau plus haut. Sa prochaine cible, c'est 405. Et puis si on veut faire des projections, on peut aller chercher 445, pourquoi pas. J'étais à m'amuser à prendre des projections un peu plus lointaines pour un parcours qui reste manifestement haussier. Encore une fois, les résultats diront si c'est bien le cas. Meta est proche de ses tops aussi. Donc voilà, pour le parcours des GAFAM, il y a des choses qui sont un petit peu différentes, des ranges, mais il n'y a pas d'uniformité. Et ce qui veut dire que si le Nasdaq arrive à le faire comme ça, c'est qu'il y a de la participation d'autres valeurs. C'est ça qui s'élargit un petit peu quand même. Qui s'élargit, et contrairement à ce qu'on pouvait dire. Donc il y a des choses qui se passent dans le secteur. La cybersécurité, j'ai vu là une boîte comme Palo Alto, ça y est, ils atteignent 100 milliards de capi. Voilà, il y a d'autres segments qui montent. Il y a d'autres segments qui montent et on paye d'autres choses. Donc pour aller former des records, c'est pas uniquement avec celle-ci aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Et juste un mot, puisqu'on avait commencé à évoquer, je disais food and beverage, il ne faut pas parler du secteur en entier. Mais si on regarde à l'intérieur, des valeurs comme Danone, elles sont au plus haut et elle est en train de déborder un niveau technique important. Ça fait partie des valeurs fortes. Alors, c'est des valeurs qu'on avait un peu oubliées, qui ne sont pas forcément hyper sexy a priori, mais qui pour l'instant surperforment nettement. Et c'est ce qu'il faut regarder à l'intérieur même des secteurs, alors que le secteur lui-même, food and beverage, si on regarde en Europe, il sous-performe pour l'instant. Jean-Luc, pardon. Sur le marché US, il y a quand même 2 choses importantes à constater. C'était les flux entrants, les investissements qu'il y avait sur les ETF equity, Amérique. C'était impressionnant. Toute la fin de l'année, le premier flux négatif que j'ai vu, mais légèrement négatif, c'était la semaine précédente. Là. Bon, les marchés ont freiné, d'accord. Mais de toute façon, il y a certainement du cash. Donc ça, c'est un élément porteur. Il y a de l'argent qui rentre avec l'idée de cibler sur les equity US. Je donne le chiffre. Il y a 6 trillions de dollars qui sont parqués sur les money market funds américains rémunérés à 4-5% aujourd'hui. Moi, ma question, je n'ai pas la réponse. C'est le jour où les rendements du monétaire vont commencer à baisser parce que les banques centrales vont baisser leurs taux. Qu'est-ce qui va se passer avec ces 6 trillions ? Il faut regarder sur un graphique. C'est inédit dans l'histoire. Même pendant la grande crise financière ou même pendant la période Covid, on n'a jamais atteint ces montants-là. Et je ne vous parle pas des 3000 points d'épargne supplémentaires en France par rapport aux tendances pré-Covid. C'est la même histoire en Allemagne, etc. Donc, c'est sûr pour l'instant, ce cash est bien rémunéré. Voilà. Le jour où il sera peut-être un peu moins rémunéré, qu'est-ce qu'on en fera ? C'est toute la question. Donc moi j'ai envie de dire, par exemple à Philippe, le réel il est là aussi. Il est dans toute cette liquidité qu'il y a d'une manière incroyable. Et puis les enjeux, les paris spéculatifs sur ces marchés sont gigantesques. Vous avez sur le marché des options, encore hier, le marché il commence à être un peu faible, on a le sentiment qu'il va corriger, on va chercher un point bas vers 4770 à 19h, et tout d'un coup il part à la hausse. Et donc là, on s'approche de 22h, donc ça monte, donc il faut acheter, ils achètent, on va chercher 4818, 15, 18, un truc comme ça, et puis ce matin, on continue doucement, et on va chercher un point haut à 40, et puis là on fait le mouvement inverse. Donc on a des volatilités et des amplifications de mouvements dues aux couvertures à réaliser sur les options qui provoquent des mouvements, des peurs chez certains vendeurs ou autres acteurs du marché. Je repasse la parole à Philippe sur cette histoire de où vont aller ces 6 trillions de dollars parqués sur les money market funds américains le jour où la Fed, pour une raison ou une autre, décidera de commencer à baisser ses taux directeurs effectifs, Philippe. Ça en fait de l'argent quand même là. Oui, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de l'argent, d'ailleurs, imprimé par les banques centrales de mi-mars 2020 à fin de 2021. Donc cet argent-là est entre les mains, en fait, d'un
un tout petit nombre de détenteurs, je pense que c'est moins de 0,5% de la population américaine, c'est pas de l'argent livret A détenu par chaque Américain. On a d'ailleurs bien compris qu'il n'y a plus de liquidité, de chèque Covid en réserve pour l'Américain moyen. Donc oui, ce sont des grosses institutions qui détiennent ce cash. Et je dois dire que heureusement que ce cash est abondant, parce que l'État américain, les États européens, les entreprises vont avoir un besoin énorme de cash pour refinancer les dettes. 34 000 milliards aux États-Unis, plus 2 000 milliards depuis le mois de juin 2023. C'est pas si loin. Vous voyez combien les États-Unis s'endettent, c'est incroyable. La France, là aussi, on est au sommet absolu de tous les types de déficits, à la fois budgétaire, mais également commercial. Donc on va voir un programme d'émissions au-delà de 300 milliards en euros. Heureusement qu'il y a ce cash, parce que s'il n'y avait pas ça, je pense qu'on parlerait déjà de remettre en route la planche à billets. Donc vous me demandez où peut aller ce cash, je dois dire que pour financer les dettes. Il va trouver effectivement tout naturellement à aller s'investir dans les dettes américaines et européennes. C'est ce qu'on a vu, les premières émissions de souverains en zone euro de début d'année ont connu une demande stratosphérique. Les carnets d'ordre sont couverts à plus de x10 parfois. Oui, c'est ça. Oui, lundi, on a eu cette surprise, effectivement, de voir qu'il y avait un appétit assez extraordinaire. Maintenant, est-ce que les créanciers, ceux qui ont du cash, vont accepter de l'immobiliser, ce cash, pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec une rémunération de 3,80, ce qui était le cas il n'y a même pas une semaine. Donc on voit déjà maintenant qu'à 4,15, ça devient plus compliqué. Moi, j'ai le sentiment que la demande d'argent est si importante que ça risque de peser sur les taux longs et pas que les taux courts. Alors les banques centrales vont être mises sous pression pour détendre le loyer de l'argent, c'est sûr, on va leur mettre la pression, mais il y a une partie là, les taux longs, où je dirais que c'est peut-être le marché qui fera le prix. Bien sûr. Et si c'est le marché qui fait le prix, avec les quantités de dettes à refinancer, j'ai le sentiment qu'on s'est peut-être beaucoup bercé d'illusions sur le potentiel de baisse des taux longs. Peut-être qu'on verra 3,5, pourquoi pas, mais qui peut exclure qu'on voit 4,5 dans les 2-3 prochains mois. Ça serait un scénario totalement aux antipodes du consensus quasi univoque du 15 décembre dernier. Mais regardez la situation, les effets de base, c'est terminé en ce qui concerne l'inflation. On a des hausses de salaire qui vont devoir être répercutées dans les prix finaux. On a une baisse, alors en France et en Europe, très inquiétante de la productivité. C'est un peu meilleur aux États-Unis, mais c'est pas non plus sensationnel. Je dis que les marchés ont énormément rêvé fin 2023 et qu'à l'instant où on se parle, et je le redis, ils ne veulent pas se réveiller. C'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas eu d'ajustement. Aucun des agents économiques ou des groupes d'agents économiques ne s'est ajusté, pas plus les États avec des niveaux de dette 15 points supérieurs à ce qu'on avait avant, et effectivement, les entreprises aussi avec des taux de marge qui restent spectaculairement élevés, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Le dossier small cap, il faut qu'on en parle, bien sûr. Je me souviens un peu de ce qu'on se disait fin d'année. Il y avait eu un début de réveil, ou en tout cas un frémissement. La dernière fois qu'on s'est parlé le 15 décembre, c'était pour se dire, tiens, il y a des trucs un peu nouveaux qui se passent sur quelques valeurs spécifiques. On voyait des plus 10, plus 15, plus 20, plus 30, plus 40. Parfois, ça va très très vite dans cet univers-là. Un mois après, qu'est-ce qu'il en est, Romain ? Ben, ça reste le cas. C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup d'activités sur des dossiers spécifiques. Et donc, on voit des dossiers qui partaient vraiment à la casse. Je parle vraiment de petite capitalisation, des dossiers très compliqués, pas beaucoup de liquidité du tout. C'est quelques centaines de titres échangés et sur lesquels il y a des regains d'intérêt. Alors, purement spéculatif, mais là où on voyait du flux possible revenir, ce qui n'avait pas encore été le cas, ça se traduit par
Éventuellement, si on regarde un indice mid-caps italien, sur lequel il y a un peu plus d'éléments et un peu plus de force, pour le reste, c'est pas franchement le cas. En revanche, il y a beaucoup de spéculation et il y a des mouvements qui sont assez impressionnants sur des titres très en retard. Alors, c'est là où il faut faire un travail, encore une fois, de discrimination, de technique et de fondamental, parce qu'il y a des dossiers qui repaient avec rien du tout, qui sont des pièges à probable augmentation de capital et autres, et qui donc sont vraiment à travailler avec parcimonie. Mais il y a une très très forte activité dessus. On voit des écarts qui sont vraiment intéressants. Alors, activité de trading, mais pas de fonds, pas de flux. Pour l'instant, ça resterait, si vous voulez, le premier pic haussier d'un mouvement qui sera à construire. C'est-à-dire qu'on baisse de façon de long terme, et puis on réagit sur des supports majeurs ou sur des supports de long terme. Il y a une réaction haussière, un pic, et ce pic-là, il est peut-être la base pour une reconstruction haussière. Et c'est ça qu'on va devoir observer dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, parce que dans le comportement des opérateurs, on voit qu'on ne veut plus payer trop cher les valeurs, qu'on va chercher des dossiers en retard et qu'il va y avoir un travail fait d'analyse fondamentale sur des dossiers qui ont sous-performé et qui bien peuvent présenter de l'intérêt. Donc il y a des choses à faire sur les valeurs individuellement, il y a quelques dossiers comme ça à regarder, plutôt mid-caps pour l'instant. Dans les small, il va falloir voir comment elles se comportent et être technicien et fondamentaliste en plus. Et là, je pense qu'il y aura des choses intéressantes, mais ça reste pour l'instant très ténu et c'est pas un mouvement de fond qui s'est vraiment mis en place. Il y a beaucoup de spéculation, beaucoup d'arbitrage intraday. Après, on voit des acheteurs un peu plus fondamentaux, on voit des activités sur capital, on voit des opérations menées ou par des industriels, Exactement. ou par du private equity, etc. Donc, voilà, c'est cette catégorie d'investisseurs aujourd'hui qui achètent des small caps. Exactement. Et il n'y a pas que de la spéculation et du trading, mais pour moi, ça reste les prémices et le début d'un mouvement qui n'est pas encore validé, qui n'est pas encore étayé, qui n'est pas encore en place, mais comme c'est la logique et c'est le comportement. En revanche, on voit pour des dossiers qui étaient très en retard et qui avaient anticipé des baisses de taux, un repli qui se fait assez marqué. Je pense notamment aux valeurs qui toutes sont liées aux énergies renouvelables. Celles-là, elles avaient donné un pic de hausse et ses revenus. Pour des plus grosses capitalisations, on avait parlé pas mal du secteur de l'immobilier. On voyait un pic haussier, on a atteint des cibles graphiques et depuis, on a bien fait de sortir. C'est une consolidation qui se met en place. Donc il y a aussi ce phénomène-là. Et effectivement, l'évolution de la politique monétaire, les résultats à venir vont être clé et déterminant dans la poursuite ou non d'un mouvement. Mais pour l'instant, c'est ténu. Il n'y a rien de construit fort, en tout cas, dessus. Mais je pense que c'est à continuer à regarder clairement. Ça bouge, ça reste vite. Le réveil est toujours là. Il y a quand même déjà eu quelques OPA, il y a déjà eu quelques éléments. Bon, je vous vois faire la moue, Jean-Louis. Non, pour moi, il y a plein de pièges. Il y a une volatilité de la liquidité phénoménale. Il y a plus rien. C'est pas un marché facile, quoi. C'est un marché très difficile. Il faut vraiment avoir des convictions fortes pour se dire, bon, allez, j'en achète et puis je vais mettre de côté. Je dors dessus. C'est vrai que la spéculation, celle qui fonctionne, c'est quand, en effet, les gens jouent sur des toutes petites quantités, ils arrivent à s'amuser. Mais si on veut faire des choses un peu sérieuses, on ne peut pas. Enfin, je vous dis, c'est très compliqué. Dès qu'on se fait planter, pour sortir, c'est la croix et la bannière. Oui. Donc, non. Et puis, il y a beaucoup moins de monde. On voit bien qu'il y a des baisses très importantes. Il y a des divergences aussi de comportement de valeurs très, très fortes, c'est certain. Parfois, on se dit, tiens, Clara Nova, j'hésitais, et puis à un moment donné, on l'a acheté, et puis elle baisse pas, alors qu'on aurait pu penser qu'elle allait retracer. Après, il y a eu des opérations. Mais Carmat, par exemple, ils l'ont sauvé pour 5 mois, 6 mois. Lizzie, avec l'opération, les 4% de vente de Peugeot Invest, ça se fait à un prix nettement en dessous de la veille. Côté. Après, c'est une menace future. Alors, ils ont dit que pendant je ne sais plus combien de temps, 6 mois, 180 jours, ils vont pas revendre, mais ça reste une menace future qui, est-ce que ça va inciter les gens à revenir ? Mais voyez, vous rêvez un matin, il ne se passe rien de particulier, simplement une transaction qui fait perdre 10% à un bloc. Non, sincèrement, actuellement, il n'y a rien qui encouragerait les investisseurs à venir durablement. L'idée que quand on regarde ça comme une classe d'actifs, l'idée que c'est une classe d'actifs qui pourrait retrouver de la surperformance comme elle a pu l'avoir dans un cycle précédent, pour l'instant, on n'y est pas, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il y a trop de volatilité. Le problème, il est là, c'est que c'est possible qu'à un moment donné, on ait de la surperformance, mais les probabilités que l'on puisse aussi avoir des retours de bâton extrêmement violents sont fortes. Donc non, pour l'instant, c'est pas un marché qui intéresse les investisseurs, et ça ne l'intéressait vraiment pas.
fin d'année, on a eu un beau réveil, c'est vrai, il y a eu de quoi faire du business, mais là, ça s'est vraiment, franchement, vraiment calmé. Hein. Philippe, si vous voulez dire un mot des small caps, et puis je voulais vous entendre aussi sur la manière dont le marché crypto et le Bitcoin spécifiquement tournent depuis l'arrivée des, je crois qu'il y en a eu 11 ETF spot Bitcoin qui ont été agréés sur le marché américain il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Ouais, alors donc le 12 janvier, pour le 15e anniversaire de la première transaction cryptographique entre Satoshi Nakamoto et M. Halley, eh bien, la SEC a donc officialisé, donné sa bénédiction à la cotation d'une nouvelle classe d'actifs. Alors, on continuera évidemment de disserter sur quelle est la nature réelle de cette classe d'actifs. 11 ETF listés, il y a déjà un des émetteurs qui songe à jeter l'éponge parce que les volumes ne sont pas là. Et finalement, on assiste typiquement à un phénomène de fait accompli. Chaque fois qu'on nous disait l'approbation des ETF, c'est pour la semaine prochaine, ça prenait 10%. On nous l'a sorti 10 fois au cours de l'année 2023. Donc 10 fois le marché a payé, ça y est, l'ETF va bientôt être accessible à tous. Et puis le jour où cela advient, il n'y a pas de rush. Et c'est vrai qu'on va devoir encore analyser cette situation. On aurait pu se dire, bon, le fait accompli, il a joué, ça a perdu 10% en 48 heures, puis après ça, le marché s'est refait la cerise. Voilà, c'était il y a une semaine exactement. Et là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Curieusement, il n'y a pas vraiment d'intérêt sur l'ETF Bitcoin. Alors, oui, il y a des choses qui devraient le soutenir. On parle du halving en avril. Puis en même temps, on se dit, mais comment les mineurs vont rentabiliser maintenant le minage, puisque son coût augmente fortement, la récompense est réduite de moitié. Et pourquoi travailler dans ces conditions? Et puis, on ne voit pas, en tout cas, ni BlackRock, ni de très, très gros intervenants remplir les soutes de Bitcoin pour pouvoir ensuite éventuellement développer leur propre stratégie. J'avoue que je suis surpris, comme beaucoup, de ce non-événement du listage des ETF. Alors, un petit mot des small caps. Je persiste à penser qu'effectivement, il y a des tas de dossiers extraordinaires avec des PER de 5, 6, 7. Si on a du temps devant soi, il faut y toucher. Et puis, je vais quand même terminer sur une note optimiste. J'ai quand même vu aujourd'hui Accor et AXA passer des niveaux de résistance importants, voire AXA battre un nouveau record historique. Alors, je ne sais pas, y aurait-il peut-être un début de rotation sectorielle? Bon, on en saura plus lundi. Bon, les financières n'ont pas démérité en Europe, quand même, loin de là. Hein. Voilà, le secteur financier au sens large, contrairement à ce qu'on entend toujours, a quand même plutôt bien tenu. Il y a du dividende, il y a du retour de cash aux actionnaires. C'est quand même des valeurs aujourd'hui qui sont quand même bien plus solides qu'il y a encore quelques années. Je sais pas, petit tour de table là, sur les intérêts qu'on peut avoir en tête en termes de valeur. Vous nous dites que c'est du stock picking. Alors je sais pas, où est-ce qu'on regarde, où est-ce qu'on cherche, Romain pour, Alors déjà, pour illustrer le manque d'intérêt à court terme, là, ce soir d'expiration, le volume sur le CAC, 2,7 milliards. Oula. C'est moins que dans d'habitude. C'est moins que dans le rebond d'hier. Et c'est moins que dans la baisse du jour précédent pour un jour d'échéance. C'est dire que, et j'ai vérifié à 17h40. C'est vrai, oui, il n'y a pas de bug cette fois, on n'a pas. Donc pour l'instant, non, c'est ça. Donc voilà. Donc une échéance morne. Et donc voilà, toute la baisse qu'on a connue tout au long de la journée d'une centaine de points sur le futur CAC 40, elle s'est faite encore une fois dans pas grand-chose, beaucoup de spéculation. On est toujours dans une situation d'attente. Oui, alors moi je notais quelques dossiers. Il y a des dossiers qui se comportent très bien. Vetoquinol, par exemple, si on peut regarder les petites. Infotel, elle est sur un niveau de support. Là, je parle de petites
sous-capitalisation, donc attention sur la liquidité, sur le niveau de risque, sur la volatilité. Nous, on a pris un pari sur Compagnie des Alpes, c'est un peu saisonnier, pourquoi pas. Je crois qu'il publie la semaine prochaine aussi. Elle est au milieu d'un grand triangle symétrique, elle n'a pas fait grand-chose depuis 2 ans, 3 ans. C'est les dossiers qu'on regarde. Après, sur les dossiers plus gros, il y a Sanofi qui se comporte le comeback bien, après la qui a déjà fait un bon comeback, qui se comporte finalement bien. L'accident a été plutôt bien nettoyé ou compensé en partie. Digéré en partie. Parce que c'était quand même majeur. Il y a 20%. FDJ qu'il faut surveiller, qui a l'air de vouloir continuer à prolonger sa tendance. On a déjà évoqué Danone. Et puis dans le désordre et des recoveries, il y en a des beaux dossiers comme Elis, toujours. Valorex, si elle arrive à dépasser 14,78, c'est une grosse recovery. Il y a un potentiel important. Il faut qu'elle déborde ce niveau-là. On va voir si elle arrive à le faire. Nexans, elle réagit aussi après avoir passé 2 années un peu difficiles. SPI, qui est en plus opérable, pourquoi pas. Donc, voilà, j'en cite pas mal en vrac. Chacun fera ce qu'il en veut. C'est toujours question de money management, de rassurer ce rendement. Mais voilà le dossier qu'on regarde aujourd'hui dans un marché qui est, à mon sens, intéressant, mais individuellement. Après, il y a probablement d'autres éléments à regarder. Il faut diversifier. Il y a l'Inde qui reste un secteur fort. On peut le traiter sous forme de panier de valeur. Il est certes au plus haut, mais en analyse graphique, on aime plutôt bien. Surtout, il a débordé un grand trading range. Il y a encore une quinzaine de % sur les cours actuels. Alors, c'est peut-être pas le ratio risque-rendement idéal, mais ça peut être à regarder. Long Inde, short Chine. Beaucoup ont joué, je crois, dans ce sens-là. Ça peut se jouer comme ça. Et puis, on regarde aussi tout ce qui est matière première, d'une façon générale, encore et toujours, même si pour l'instant ça patine. Le tracker Como, donc ex-Thomson CRB, est sur des niveaux de support qui peuvent être intéressants. Ça peut s'arbitrer. Et il y a un panier de matières premières, de valeurs minières, ressources de base, qui arrive sur des niveaux de support. On cherchait un point d'entrée, ça peut être pas mal. Le secteur technologique, en général en Europe, qui repart manifestement. Donc, il y a de quoi faire pas mal de choses. Et vous parliez de ce que pourraient faire des liquidités si elles étaient déversées dans le marché. Justement, sur le marché action, pourquoi pas. C'est aller créer ce phénomène de FOMO et de se dire, tiens, les marchés sont au plus haut, ou les marchés montent, c'est le moment de rentrer, et d'aller créer, peut-être, pourquoi pas, je ne parle pas à 15 jours, mais une exagération. Une petite exagération à 1 an. Bien sûr. Ça pourrait être un bon déversoir. Possible, dans les radars, c'est possible. Oui, c'est plus que possible. Non, mais si c'est dans un an, on aura le temps d'en reparler. J'ai un biais. Mais dans les scénarios un peu long terme que vous élaborez, c'est quelque chose qu'on peut avoir en tête. Envisageable, Un mot pour finir, Jean-Louis, un mot quand même du Forex. Je notais que l'eurodoll est redescendu un peu d'un cran. On avait fait un 11 en fin d'année dernière. Bon, voilà, on est plutôt autour de 1,08, 1,09, quoi. La tendance haussière long terme de l'euro-dollar n'est pas infirmée. Donc l'idée, si vous voulez, principale, c'est de tenter des achats sur repli. Jusqu'à quand ? Jusqu'à qu'il n'y ait pas un signal inverse. Donc, d'une manière un peu agressive, on pouvait penser à un 0,730, voire à un 0,630, mais pour l'instant, on est au-dessus de ces niveaux. Ce qui est étonnant, c'est vrai que là, il y avait tout pour que l'euro rebaisse un peu plus, et puis il tient bien, il tient autour de 1,0880, qui est un point important. C'est un point un peu pivot. En dessous, les probas de rester zone un peu de danger, et puis au-dessus on est plutôt bien et on a des probabilités de rebondir qui sont plutôt fortes. Donc on est autour de ce niveau. Il y a une hésitation là également, si vous voulez, il n'y a pas de conviction ou d'intérêt fort, de besoin d'euros ou dollars, enfin voilà. Et je pense qu'ils vont attendre, voir comment la croissance américaine va... Oui, là il y a les banques centrales qui arrivent en plus. Voilà, les banques centrales. Oui. Bon, c'est sûr qu'on est en phase un peu d'attente. Merci messieurs, les 3 sorciers, première de l'année, on se retrouve le 16 février, si je ne dis pas de bêtises, pour la prochaine échéance. J'ai regardé aussi, tout le monde a la même date en tête. Merci Philippe Béchade qui est avec nous en visioconférence, président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil et Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.